Raconteuses et raconteurs, on est de retour. La machine à écrire vous a manqué? À nous aussi. Si vous avez suivi nos aventures, on n'avait pas quitté l'univers du podcast, on vous en reparle à la fin. Mais nous revoici pour un épisode avec deux auteurs qu'on adore, comme à chaque fois. Notre premier invité est né en Suisse. Il sort diplômé des arts déco de Genève avant de faire ses armes dans la presse. En 1992, il donne naissance à un personnage qui deviendra culte pour des générations d'enfants. Titeuf, avec plus de 25 millions d'albums vendus dans le monde entier. C'est aussi l'auteur du Guide du zizi sexuel, coécrit avec Hélène Brûler, des Chrono Kids avec Stan Evans, d'Happy Sex, de What a Wonderful World, mais aussi de titres plus proches du roman graphique comme Une histoire d'homme, Un bruit étrange et beau, et le récent Tourner la page chez Rutzer. En janvier 2004, il recevait déjà le Grand Prix de la ville d'Angoulême pour l'ensemble de sa carrière. Notre premier invité, c'est Zep. Notre deuxième invité est lui né à Caen. À 10 ans, la découverte des X-Men révèle sa vocation, devenir dessinateur de BD. En 1997, un concours organisé par Glénat et le Festival de BD de Sierre le repère et lui ouvre les portes du magazine Cho. Il y crée la série Samson et Néon, adaptée en animation, domaine dans lequel il lancera aussi les séries Psychopathe ou César et Capucine. C'est aussi un auteur à qui l'on doit la jeunesse de Mickey et Qui est ce Schtroumpf, deux succulentes revisites de personnages emblématiques. Vous l'avez également connu dans Fluide glacial avec les Fables du poil ou dans Spirou avec Raoul. Notre deuxième invité, c'est Thébault. Ensemble, ils ont créé le personnage de Captain Biceps, le plus balèze des super-héros. 92 kilos de muscles à chaque biceps et 484 192 coups donnés à plus de 250 méchants. C'est pas le couteau le plus affûté de la cuisinière des super-héros, mais c'est certainement le plus marrant. Et il est de retour pour un 8e album. Avec ses créateurs, nous allons explorer la BD jeunesse. Qu'est-ce qui fait un bon album pour les enfants ? Y a-t-il des limites à l'humour de la BD jeunesse ? Comment construire des succès durables ? Et comment rester en phase avec son public ? Et pourquoi Mickey n'a pas d'enfants ? C'est à toutes ces questions et à bien d'autres que nous répondrons avec nos invités. Raconteurs et raconteuses, bienvenue dans La Machine à écrire, le podcast de celles et ceux qui créent des histoires. Générique ! Bonjour Zep. Bonjour. Bonjour Thébault. Salut. Pour commencer ce podcast, on a une question rituelle. Qu'est-ce qui fait une bonne histoire ? Pour moi, c'est une histoire qui te fait oublier ta vie pendant que tu la lis. Tu pars dans l'univers de quelqu'un d'autre, tu deviens un autre personnage pendant que tu lis cette histoire. Voilà, une bonne histoire aussi, c'est une histoire que tu peux relire plusieurs fois. Mon gamin de 12 ans me demande à chaque fois, c'est quoi ton film préféré ? Et je dis, il y a des films que j'adore, mais que j'ai regardé qu'une seule fois dans ma vie. Mais Rambo, je pense que j'ai dû le regarder 50 fois, parce que l'histoire, elle est basique, mais il y a un rythme, comment c'est filmé et tout. Et voilà, je pense que c'est un bon scénar. Voilà, tu peux relire aussi plusieurs fois ce bouquin. Et j'ai plein de BD comme ça où j'adore lire la série Criminal. Et ça, je peux les relire au moins, j'ai dû lire 10 fois, quoi, chaque bouquin, quoi. Donc, peut-être ça, un bon scénar pour moi. Et plus spécifiquement, qu'est-ce qui fait une bonne BD jeunesse ? Je pense que c'est un petit peu la même chose, hein. Moi, j'aime pas en plus cette appellation de BD jeunesse, quoi. Parce que quand on disait Astérix, on disait pas que c'est la BD jeunesse ou Gaston Lagaffe, quoi. Donc, la bande dessinée pendant longtemps, c'était de la bande. De toute façon, c'était jeunesse. Tu vois, il y avait pas de bande dessinée adulte. On a commencé à parler de bande dessinée adulte, puis à force de développer ça, on a dû labelliser la bande dessinée jeunesse, mais à la base, la bande dessinée, c'est une écriture qui était plutôt destinée aux enfants. Et moi, je pense que c'est la même chose. C'est une bande dessinée dans laquelle tu vas vivre une autre vie, l'espace du temps où tu es. Alors après, il y a peut-être plus d'humour dans la BD jeunesse que dans la BD adulte, donc c'est aussi une BD où tu te marres. Et puis après, il peut y avoir d'autres choses. C'est aussi une bande dessinée où tu vas te marrer en apprenant des choses, en ouvrant ta vision du monde, parce que simplement, tu découvres d'autres manières de vivre et de penser parce que tu penses par un autre personnage. Mais ça l'est même pour les adultes, je trouve. En tant qu'adulte, moi, si je vais voir un film, si je lis une bande dessinée ou un livre, j'ai envie que pendant la durée où je suis dans mon bouquin, on m'emporte ailleurs et que après je ressorte un peu moins con parce que j'ai été pendant 1 minute, 1 heure, 3 semaines de lecture, une femme, un chercheur au XVIIIe siècle, enfin, tu vois, des choses qui sont pas ma vie, auxquelles je connais rien. il y a pas ça dans Biceps. J'allais dire, on sort pas moins con. On sort plus con. On sort plus con. Alors justement, on est ici à l'occasion de la sortie du tome 8 de Captain Biceps. Le personnage a rencontré un immense succès, mais pour les quelques-uns qui ne connaîtraient pas encore, est-ce que vous pouvez nous pitcher la série ?
Captain Biceps, c'est donc le plus balèze des super-héros. À la base, c'était une rubrique. C'est une rubrique dans le magazine Show. Ouais, dans le magazine Show. Le but, c'est que Biceps rencontre à chaque fois un super-héros ou super-vilain, soit connu ou soit inconnu. Il va rencontrer soit Hulk et généralement quand les super-héros se rencontrent, ils se discutent pas, ils se mettent sur la gueule, quoi. C'est Marvel qui avait inventé ça, quoi. Donc comme Biceps c'est vraiment très très fort, mais il gagne pas les combats grâce à sa force. Il trouve toujours une astuce à un moment donné, débile évidemment, pour gagner, quoi. Et en plus, dans la page, dans ce combat, on ajoutait à chaque fois une petite origin story, quoi, qui était à côté dans une bande, qui était sur 4 cases, et puis c'était les origines complètement débiles, quoi, aussi. Alors avant d'entrer dans les coulisses de la fabrication de cette série, je voudrais qu'on remonte un peu dans le temps, parce que vous n'avez pas tout à fait le même chemin. Zep, toi tu crées ton premier fanzine en 79, tu l'appelles Zep en hommage à Led Zeppelin. Pendant tu fais des études à l'école des arts décoratifs de Genève, tu commences dans Spirou et dans Fluide Glacial, qui est quand même une école un peu particulière, une culture du gag et de l'absurde très marquée. Tu fais 3 albums, Victor n'en rate pas une, Léon Coquillard, Cradock et Manite Bunker. Qu'est-ce que tu cherches à ce moment-là? Je cherche surtout à être publié, en fait. Donc je dessine de manière compulsive depuis que je suis gamin, donc je fais plein de projets, mais j'espère pouvoir devenir auteur de bande dessinée, donc être édité. Enfin, vraiment la barrière, c'est d'être édité. Encore à ce moment-là, le truc, c'est que la bande dessinée était encore beaucoup publiée dans la presse spécialisée, mais aussi même dans la presse généraliste. Les quotidiens passaient des strips, parfois des pages le week-end de bande dessinée. Moi, je faisais des nouveaux projets tout le temps en fonction de l'actu, souvent en résonance à l'actu, que j'allais proposer aux journaux à Genève et après un peu plus loin aux journaux à Paris et à Bruxelles. Et donc, je me suis formaté sur du gag en une page parce que c'était le format pour être publié en magazine. Je pensais même pas à un album. Donc, j'ai tellement fait ça que c'est devenu mon écriture naturelle. Si j'ai une idée de gag, instantanément, mon cerveau va la découper en 9 cases. Parce que c'est mon format, enfin, je veux dire, entre 8 et 11 cases, quoi. Parce que je sais que c'est le rythme d'une page de BD. Donc, j'essaye aussi de lutter contre ça pour faire des choses un peu plus longues. Quand on a commencé à faire Biceps, Thébault m'a aussi dit, moi, j'aimerais bien avoir des histoires en 4-5 pages. Donc, pour moi, c'était un format que je connaissais pas très bien, en fait. J'avais fait un peu des récits courts dans Spirou, mais mon ADN, c'est vraiment le gag. Est-ce que c'est pour ça aussi que les premiers planches de Titeuf, c'était en noir et blanc? Ouais, parce que Titeuf a commencé dans un fanzine qui est en noir et blanc. Donc, j'ai fait ces pages au Lavis. Je les ai proposées à Glénat. En fait, je les ai pas proposées à Glénat. Je les ai proposées à tout le monde sauf à Glénat. Parce que Glénat faisait pas de bande dessinée humoristique à ce moment-là. Vraiment très très peu. Il y avait Raymond Calbut de Tronchet et il y avait eu des séries de Yann. Mais c'était vraiment un éditeur de bande dessinée plutôt historique. C'était la collection Vécu, c'était Sambre, c'était les 7 vies de l'épervier. Donc je me voyais mal proposer Titeuf. Je l'ai proposé aux autres éditeurs de l'époque, donc Fluide avec qui je travaillais de temps en temps, Dupuis avec qui je travaillais aussi, Dargaud, Humano. Tout le monde a refusé Titeuf, personne ne le voulait. J'ai continué à publier dans ce fanzine. Et puis c'est Jean-Claude Camano qui était éditeur chez Glénat qui est tombé sur ce fanzine. Quand il l'a lu, il a vu un auteur qui connaissait ce fanzine et qui m'avait rencontré en festival et qui avait mon numéro de téléphone. Les planètes se sont bien alignées. Ouais, il y avait vraiment un truc, c'est-à-dire qu'il y avait pas Instagram, enfin. Il y avait pas les blogs. Si tu trouvais un dessinateur que t'aimais bien dans un fanzine qui signait Blu, vas-y pour trouver les coordonnées du gars. Et souvent les fanzines, il y avait pas de numéro de téléphone, c'était une boîte postale. En plus, il y avait un côté assez protectionniste, c'est-à-dire que les éditeurs du fanzine, si les éditions Glénat appelaient, ils n'allaient pas donner les coordonnées de leur dessinateur. Personne savait qui se cachait derrière les pseudonymes. Tout le monde avait des pseudonymes complètement farfelus, donc voilà. En 92, quand tu crées Titeuf chez Glénat, tu dis que Titeuf s'est imposé avec une fluidité que tes créations précédentes n'avaient pas. C'est quoi concrètement cette différence de fluidité? C'est que les choses se mettent en place autant au niveau graphique que narratif. J'écrivais pour ce personnage comme si c'était naturel, comme si j'écrivais mon journal. Tout était cohérent, il n'y avait pas tout à coup une page où j'avais l'impression que c'était un autre personnage qui parlait. Et c'est ça où tu dis ça y est, j'ai trouvé le truc. Il y a des fois où on doit faire quelque chose et on n'est pas complètement dans le personnage, donc on écrit mais c'est chaque fois un effort. Et puis je dirais que l'identité du personnage, sa manière de parler, elle est pas toujours très cohérente d'une page à l'autre parce qu'on est en train de le chercher. On veut lui construire une histoire, on prend un petit peu de ça, on a envie qu'il soit ci ou qu'il soit ça, donc on construit quelque chose de composite qui tient des fois pas très très bien la route. Alors que là, Titeuf, je me suis pas du tout posé la question. J'ai commencé à écrire une page où il parle, donc c'était une page à la première personne, qui est la première page du premier album. Et puis, tout était naturel après, c'est-à-dire
comme c'était un mélange de mes souvenirs d'enfance et l'enfance contemporaine de ce moment-là, c'est-à-dire l'enfance d'il y a 30 ans. Je crois que tu voyais une cour de J'avais une récré. cour d'école devant ma fenêtre d'atelier, et puis les choses venaient naturellement. J'ai écrit naturellement pour ce personnage, c'est-à-dire que tout était voilà, s'il parlait de sexualité, ce qu'il a fait très vite, s'il se posait des questions sur la guerre, sur le chômage de son papa, sur les profs, sur la pertinence du programme scolaire, fallait pas réécrire 20 fois pour que ce soit fluide. C'était du premier geste, c'était le personnage qui parlait. Alors moi, ça fait 23 ans que j'évolue dans la BD, et depuis 23 ans, on me répète toujours que le bon éditeur, c'est celui qui, comme Jean-Claude Camano, va donner son temps à une série, parce qu'une série démarre pas toujours sur un immense succès, et qui va la faire en devenir un. À quel moment vous vous êtes dit, tiens, ça y est, il se passe un truc, on change de dimension? Je crois que le premier album de Titeuf s'est pas vendu à 1 million d'exemplaires tout de suite. Non, de loin pas. Mais ça a été progressif, vraiment, dès le premier album. Moi, j'avais déjà fait 3 albums avant, donc j'avais vécu le truc de jeune auteur avec son projet, qui est invité péniblement au festival, qui est un peu invité au forceps dans des librairies, qui est derrière la table chez le libraire, où il y a personne qui vient, il y a juste les copains qui viennent, donc faut pas les décasser trop loin de chez soi, et où ça prend pas. Et là, Titeuf, déjà quand il passait dans le fanzine, les gens qui le voyaient, pourtant c'était un fanzine, il n'y avait pas un lectorat de dingue, quand je vois les gens, ils me parlaient de ça. Ils me disaient « Ah, j'ai vu la page, le dernier gag, trop cool ». Donc il y avait déjà une réaction. Et puis première dédicace, je vais avec mon Titeuf. Les gens connaissaient pas, c'était des curieux qui prenaient le bouquin. Il y a des gens qui ont acheté le bouquin, se le font dédicacer, ils partent. Et ils reviennent 1 heure après, si je l'ai lu, c'est génial, je vais en acheter 2 pour mon cousin. Et voilà. Et donc, très vite, il y a eu du monde. Et chaque dédicace, il y avait plus de monde. Beaucoup de libraires m'aimaient bien, donc m'invitaient. Les petits festivals m'aimaient bien aussi, donc avaient bien aimé Titeuf. Donc, j'étais facilement invité un petit peu partout en France. Et ça a gagné petit à petit. Mais quand on passe de 10 lecteurs à 20 lecteurs, on le voit vachement. Quand tu passes de 100 000 lecteurs à 200 000 lecteurs, tu t'en rends pas compte, parce que de toute façon, en librairie, il y a jamais autant de monde. Moi, je me suis bien rendu compte de la progression au début, puis après on s'en rend compte parce que tout à coup on est invité beaucoup plus loin, et il y a des sollicitations, des traductions, des choses comme ça, mais il se passe pas grand chose, puis tout à coup ça explose, c'est vraiment progressif, et concrètement, chaque tome a doublé le tirage du précédent. Alors effectivement, quand tu passes de 3 000 à 6 000, c'est pas dingue, mais c'est à partir du moment où on passe 50 000 à 100 000, à 200 000, etc. C'était un truc fou, quoi. Je crois que ça a marché, que ça a pris d'abord en Suisse, avant la France. Et à quel moment le marché français s'est mis à suivre le marché suisse? Assez tard, ça doit être au tome 5. Je crois que jusqu'au tome 5, on vendait plus d'albums en Suisse qu'un tout petit territoire francophone. En Suisse, il y a beaucoup moins de lecteurs. Ouais, on est déjà, le pays est 10 fois plus petit, mais en plus, sur ce pays 10 fois plus petit, il y a qu'un tiers de la population qui parle français. Donc, c'est peu de lecteurs. Et au tome 4 ou 5, le 4, je crois qu'on a vendu 100 000 exemplaires en Suisse, ce qui n'existait pas. Il n'y avait pas de titre qui vendait 100 000. Et on vendait moins en France. En l'occurrence, Jean-Claude Camano a défendu Titeuf aux éditions Glénat, parce que au début, il croyait au projet. Bon, c'était pas vraiment dans l'ADN du catalogue Glénat. Donc, on a sorti le premier tome en noir et blanc. Le deuxième tome a été en couleur. Il est sorti, ça a marché un petit peu, mais pas dingue. Le troisième a marché encore un peu mieux, mais toujours pas dingue. Mais comme on vendait énormément en Suisse, ça a permis de sauver le truc. Parce que sinon, au 3e tome, vendre 10 000, ça justifiait pas de continuer. Et surtout qu'on vendait, le 3e tome, on a dû tirer à 15 000, mais on vendait 12 000 en Suisse et puis 3 000 en France. Donc c'était une toute petite vente en France. Mais il y avait des fans qui étaient vraiment hardcore, qui défendaient le truc, qui faisaient vraiment la promo. Enfin, il y avait des libraires qui m'invitaient en France et qui faisaient campagne et qui disaient alors faut que tu lises ça. C'était presque du harcèlement pour lire Titeuf. Et aussi dans les journalistes, des gens d'émissions de radio qui tout à coup étaient fans de Titeuf et donc en parlaient dans leur émission, alors que c'était pas du tout des ventes qui justifiaient que je sois invité dans ce genre d'émission. Donc c'était assez marrant comme situation, parce que je me suis retrouvé par exemple invité chez Drucker au tome 4, je crois, parce que il y avait une actrice qui était invitée à l'émission de Drucker qui était fan de Titeuf, et donc il m'avait fait inviter parce que elle trouvait ça cool. Et Clémentine Célarié, pardon. C'était une aide géniale tout à coup d'avoir des gens comme ça, quoi, qui étaient fans de Titeuf et qui disaient ah j'ai lu ça, c'est trop cool, faut que vous invitiez ce mec. Thébault, toi, je crois que tu es autodidacte. Ah, c'est à moi maintenant. Thébault, je crois que tu es autodidacte. Et quand on a discuté précédemment de tes influences, je me souviens que tu m'avais dit que tu avais beaucoup été marqué par les X-Men de John Byrne. Ouais. Et par les cartoons de Tex Avery.
Oui, et aussi de Mickey, mais surtout aussi les Mickey en noir et blanc. Ouais. Et puis, mais il y a aussi tout ce qui était Goldorak, Ulysse 31, qui avait vraiment du punch, quoi. Donc tout ça m'a marqué en fait. Comment t'as fait pour essayer de synthétiser tout ça dans ton style? J'étais surtout fan de Fluide Glacial aussi. Moi, à la base, je voulais vraiment bosser pour Fluide. C'est pour ça que j'avais tout le côté assez trash. Mon truc d'histoire, c'était plutôt de faire des histoires en 4 ou 5 pages. Donc quand j'étais pris dans le show, qu'il fallait faire des gags en une page, j'en ai déjà fait un petit peu, mais c'était pas mon langage, quoi. Mais voilà, je me suis adapté. Ça vient tout naturellement. C'est au fil des années, là, de synthétiser ou de trouver son graphisme. Ça m'a pris plusieurs 10-15 ans. Mais je savais que je voulais faire de l'humour à partir de 13 ans, quand j'ai découvert Gottlieb ou Margerin, de dire, c'est ça que je veux faire comme BD, quoi. Donc je veux faire de la parodie, et comme Zep, je pense qu'on on a bossé à fond pour trouver son propre style. Alors tu t'es fait remarquer par le même Jean-Claude Camano, mais lors d'un festival de BD où tu avais fait un concours, Ouais. et qui te propose de participer à Cho, qui va être quand même le creuset d'un grand nombre d'auteurs modernes aujourd'hui, et tu lances ta première série Samson et Néon, où tu es auteur complet. Comment est-ce que tu gères ce passage côté très amateur, je viens de gagner un concours, je suis un professionnel et je dois faire des planches dans une revue? Déjà, j'ai pas gagné le concours, j'étais juste exposé. Et heureusement, il y a Zep et Jean-Claude qui sont passés par là, qui m'ont découvert, qui m'ont envoyé une lettre pour dire tiens, on veut. Jean-Claude m'avait dit envoyez votre dossier et tout. Puis moi, je voulais absolument rencontrer des éditeurs, et je connaissais personne sur Caen et tout, ou même à Paris, j'avais aucune adresse. Donc j'avais téléphoné, je dis moi j'envoie le dossier, mais je viens avec, quoi. Et donc Jean-Claude a dit OK, et donc j'ai pu rencontrer Jean-Claude. J'ai montré tous mes trucs, c'était pas mal de parodies, et lui m'avait dit non, les parodies on fait pas, et les super-héros non plus. Mais il m'avait dit tu connais Titeuf? Alors je connaissais un peu. Et puis il m'avait dit on fait un journal autour de Titeuf. Pour moi, je dis mais c'est pas assez connu, il y a que moi qui connais sur Caen. Et puis en fait il m'a proposé le projet. Je dis OK, moi de toute façon j'avais tout à gagner, j'avais rien à perdre. Et donc il m'a demandé de me proposer des projets. Et pareil, j'ai proposé encore des projets de super-héros qu'il m'a refusé. Mais il m'a dit qu'il a trouvé que j'avais une énergie. Il m'a dit bien, t'es pris dans le show. Et puis c'est là que j'ai commencé à bosser sur Samson et Néon. Est-ce que tu peux pitcher la série pour les gens qui la connaîtraient pas? C'était du gag en une page, et c'était un petit garçon qui a un copain qui est extraterrestre. L'extraterrestre était là pour en fait étudier la Terre, entre guillemets. Et donc des fois il donnait un coup de main à Samson, qui est dans un cancre. Enfin, c'était un peu moi de base, parce que j'étais pas très bon à l'école. Moi, ce que je voulais, c'était raconter des histoires plus longues. Et ce qui était cool avec Titeuf, c'est qu'il m'avait parce que je voyais quand on voyait le Gaston Lagaffe ou tous les gags en une page, c'est souvent l'histoire amenée juste pour le gag. Donc des fois les 7-8 cases racontaient pas grand-chose, il y avait rien de drôle. Le truc final, c'était la chute, quoi. Alors que Titeuf, ce qui était plus drôle, c'était les 7 cases avant. Bon, il y avait toujours la chute était drôle. Généralement, ils s'en prenaient plein la gueule, machin. Mais le reste, les dialogues étaient drôles. Il y a des situations. Et je dis mais on peut faire ça. Donc moi, ça m'avait permis de me dire mais c'est ça aussi que je veux faire. Donc pareil avec Samson et Néon, je pouvais faire voyager, je pouvais faire des trucs à l'école, et je me prenais la tête pour mettre quasi du décor, de l'action, des dialogues et tout. Donc c'était vraiment j'y allais pareil au forceps à rentrer tout ça dans mes histoires. Petit à petit, j'ai appris à mieux concentrer le truc pour que ce soit plus lisible. Et du coup, ça transforme un peu la chute du gag de la page en déclencheur de page turner, un peu à la RG, où ta dernière case doit permettre quand c'est du gag, non, mais quand c'est des histoires longues, justement avec Samson et Néon, puis même avec justement Caspin Diceps, ou même quand j'ai fait ça avec Raoul aussi dans ma série, où justement oui, c'est ce truc que j'adore. Mais il faut avoir la place aussi, quand tu fais du 46 planches, c'est dur de pouvoir caser ce truc-là si tu veux tenir ton rythme d'histoire, et aussi amener du gag. Et je trouve que c'est plus simple quand t'as des paginations comme 70 pages pour Raoul. Thébault, c'est une simplification de ton nom de famille. Ouais. Thébault, ton vrai nom de famille, et t'as dit parce que j'ai pas réussi à trouver un pseudo classe. Et puis pour le numéro 0 de Cho, moi j'avais fait toute une liste de pseudos. Puis moi je m'appelle Fred. On fait chier, il y avait déjà un mec qui s'appelait Fred qui était ultra connu dans la BD. Et en fait le Cho a été imprimé avant que je donne mon pseudo, et ils avaient marqué mon nom de famille THEBEULT. Et je fais non. Puis moi j'ai fait mon armée, on m'appelait Thébault comme ça. Donc c'était nul, quoi. Donc je dis allez, je vais l'écrire plus simplement. C'était, je crois, la première fois que j'avais écrit en maternelle. La maîtresse me demandé comment tu t'appelles, et j'ai écrit TEBO, je crois, le souvenir que j'ai. Et donc voilà, c'est parti comme ça. Et le premier festival, c'était à Saint-Malo. Des gens de chez Gna viennent me chercher. T'es beau. Je fais non, c'est l'enfer quand même. Comme si on t'appelait Chapuis. Et Chapuis, tu viens. Et maintenant, avec le recul, tu t'y es fait? Ah oui. Tout le monde est toujours un peu étonné, mais pourquoi tu t'appelles comme ça et tout? C'est mon nom de famille et tout. Et donc là, les gens sont soulagés. Parce que tu vois, on trouve ça un peu bizarre comme pseudo, quoi. Donc, Alors, dans vos
BD respectives, il y a quand même un état d'esprit un peu infantile et régressif. Ouais. On aime bien le vomi, la morve. Thébault, une fascination pour le caca, on peut le dire. Alors pas dans la BD, pas dans la vraie vie. Je suis vraiment J'allais poser cette question. Non, je t'arrête tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire au quotidien? Est-ce que c'est un état d'esprit que vous choisissez quand vous devez écrire, ou est-ce que c'est un état d'esprit dans lequel vous vivez? Il y a un côté chez vous qui a encore ce côté très naïf et innocent et amusé de la vie. C'est une technique ou c'est vraiment quelque chose qui habite en vous? Est-ce que tu es un grand enfant? Mais moi, j'ai toujours ce truc-là de donc j'étais fan de Gottlieb, donc adorais dessiner des trucs de un peu de cul ou de scato et tout. Et moi, quand j'étais à l'école, dès que j'ai commencé à savoir dessiner des trucs marrants, je dessinais des bites avec des yeux ou des grosses merdes pour faire marrer les copains. Et si je pouvais un peu les dégoûter, c'était pas mal. Un mec qui dégueule, un truc vraiment des tripes et autre chose. Puis se marrer, quoi. Et donc voilà, ça, j'ai gardé ça en moi. Mais moi, si je vois une vraie merde sur le trottoir, je suis un peu dégoûté, quoi. Je pense que quand j'étais ado, je pouvais le montrer à mes potes. T'as vu, c'est dégueulasse. Mais moi, dans la vraie vie, non. Aujourd'hui, tu viens pas lui coller des yeux dessus. Non, certainement pas, quoi. Non. Zeb, si toi t'aimes bien. Moi, je pourrais coller des yeux. La conversation prend un autre tournant. Les selfies. Toi, Zeb, comment tu fais pour garder le côté... Moi, ça me fascine. Titeuf, c'est une des rares séries où je ris à voix haute quand je le lis. C'est cool. Et pourquoi? Parce que il est très très couillon, ce gamin. Mais en même temps, il est très très naïf et innocent. Il y a un truc très chouette dedans. Comment tu gardes ça? Maintenant que ta barbe est grise. C'est le personnage qui est comme ça. Voilà. Donc, en fait, quand j'ai créé le personnage, j'ai pensé que c'était un peu presque surnaturel ce qui se passait. C'est-à-dire que je me rendais compte que j'arrivais à écrire comme si j'étais Titeuf. La première personne, je me dis, c'est trop cool. En fait, c'est mon enfance qui revient parce que j'ai mon atelier qui donne dans cette cour d'école, parce que je suis confronté à l'enfance. J'avais pas d'enfant moi-même. Donc, l'enfance, c'était loin. J'avais 25 ans. J'étais plus enfant depuis longtemps. Et tout à coup, cette écriture régressive, elle me plaisait à mort, quoi. Donc j'ai commencé à écrire beaucoup de pages en me disant ça va durer un temps, quelques jours, quelques semaines, donc faut que je note tout ce qui vient. C'est comme un exercice un peu de rêve éveillé. Et puis quand le premier album est sorti, j'ai vu que ça plaisait à pas mal de monde, mais c'était surtout un public qui avait mon âge, qui retrouvait son enfance. C'était pas un public d'enfants encore. Et j'ai fait un deuxième album et j'étais hyper stressé par rapport à cette idée que c'est comme si une porte s'était ouverte et qu'elle allait se refermer. C'était un truc temporaire. C'était un rêve que j'allais me réveiller et je pourrais plus écrire du Titeuf parce que je suis pas Titeuf. Je suis un adulte. Donc, je harcelais un peu mon éditeur en lui disant, il faut vite qu'on sorte le tome 3, il faut qu'on sorte. Puis il me disait, détends-toi, on va déjà sortir le 2, on va voir s'il marche. Si le 2 marche, on envisage peut-être de te faire un 3. Je dis, mais j'ai déjà écrit le 3 et le 4, donc on peut y aller là. Moi j'étais hyper pressé parce que j'étais sûr que ça allait s'arrêter. Et puis, tu vois, j'en ai fait 18 et quand je me mets dans ce personnage, je suis bien, j'écris naturellement et j'ai l'impression d'être dans le même état émotionnel que j'étais. Et ce qui m'avait un peu rassuré, c'est que j'avais fait une rencontre avec Roba, le dessinateur de Boule et Bill. Et je lui avais parlé de ça, j'étais dans ce truc un peu, je dis mais je pense que ça va s'arrêter, c'est le dernier, j'aurais plus d'idées, je peux plus faire ça. Puis il m'avait regardé, il me disait, moi je fais ça depuis 50 ans et ça va en fait. Quand t'es un personnage, t'es ce personnage. Je dis quand je sors de chez moi, je cours pas après un ballon quoi. Mais quand je suis boule, je suis boule. Ça fait un peu con de dire ça. Je sais pas s'il l'avait dit comme ça. Et ça m'avait un peu rassuré. Je me suis dit au fait c'est vrai. Le monde de la fiction, c'est un peu un truc. T'es dans ton atelier, t'ouvres une porte et pouf, t'es dans le monde de la fiction. Est-ce que le fait d'avoir eu des enfants à un moment donné, c'est venu influer sur ton écriture des enfants? Pas tellement. Non. Le fait d'avoir des enfants, ça m'a donné de la documentation parce que tout à coup, il y avait mes enfants, mais aussi tous leurs copains qui venaient, donc je voyais un peu les jeux, les sujets de discussion, donc ça ravive des souvenirs. Mais j'essayais pas forcément de faire une BD qui collait à l'actu, c'est-à-dire tout à coup, ils parlaient tous d'un film ou d'un jeu ou je me dis il faut que je fasse un truc sur ce jeu vidéo, parce que ces trucs-là, ils vieillissent très vite. Donc, j'ai pas beaucoup fait ça. J'ai l'impression que j'essayais plus de faire sur ce sentiment d'enfance. Oui, et puis les questions qui concernent toutes les générations d'enfants. Après, il y a toujours de l'actu, hein. Tu peux pas dire c'est transgénérationnel complètement. Il y a des choses qui vieillissent. Il y a des gags de Titeuf qui ont été faits il y a 30 ans. On sent qu'ils ont 30 ans. Et puis, il y en a qui traversent plus le temps.
Alors tout à l'heure, on parlait de Cho, c'est une génération d'auteurs incroyables. Il y a aussi Boulet, Julien Nil, plein d'autres, Lisa Mandel. Comment se fait votre rencontre? C'est quoi votre souvenir partagé de votre premier contact? Moi, j'étais invité par Jean-Claude Cabanou justement pour faire la première réunion de show. Jean-Claude me dit, on va aller chez Zep, on va faire la réunion, tu vas dormir chez lui. Je pensais que c'était un traquenard sexuel, donc j'ai dit bon bah, je vais dire oui. Hein. J'étais prêt à tout. Ouais, j'étais prêt à tout. Et donc c'était cool parce qu'on était au premier truc. Tu manges un chocolat? Non. Et ça y est, on va le garder. Première réunion de show. Ouais, première réunion de show. Et en fait le 98. Ouais. Et j'ai vu arriver, on était dans un petit bistrot avec Jean-Claude et j'ai vu un Zep qui arrivait avec un de ses potes, c'était avec Valotte, qui revenait d'un festival avec les sacs remplis de bandes dessinées et tout. Et puis tout de suite ça a matché d'un coup, quoi. On avait plein de trucs à se raconter. Moi, j'avais vraiment, à habitant à Caen, je connaissais personne qui lisait de la BD. Donc j'avais jamais eu de conversation de fans de bande dessinée. Et là, tout de suite, il y a ce mec-là. En plus, j'aime bien son boulot. On a les mêmes influences, Jacques Gottlieb. Donc voilà. Puis Zep commençait à déjà être un peu connu et tout. Donc lui, il avait déjà rencontré des auteurs. Il connaissait Lewis Trondheim. Enfin, tous ces mecs-là que j'adorais. Puis la réunion, c'est le lendemain, je sais qu'il y avait Jacques Glénat qui était venu chez Zep pour amener la couverture du tome 7 de Titeuf. Puis moi, je venais juste de me lever, ce petit déjeuner. Je suis arrivé en chaussettes. Et c'était la première fois que je serrais la main à Jacques Glénat. J'ai dit, j'avais l'air con, quoi. T'étais que en chaussettes? Ah, j'étais que en chaussettes. Heureusement que j'avais un futal. Une chaussette. Ouais. Mais je suis, putain, là, j'ai recrevillé mes doigts de pied. Je fais, tu te caches. Et alors, comment naît Captain Biceps? Alors, à la base, Cho, c'était un journal qui était une feuille qui se dépliait comme une carte routière et qui avait un gadget dedans. Et donc, on était au début 5 ou 6 auteurs, autrices à dessiner. Il y avait des rubriques, des petits strips ou des gags en une page. Et au fil des années, on a commencé à avoir de plus en plus d'auteurs et autrices. Et tous les mois, dans Cho, il y avait un thème. C'était le sport, les filles, la récré, je sais pas quoi ça. Et moi, à chaque fois, je proposais les super-héros, parce que j'étais baigné à ça. Je dis, on peut faire des parodies de super-héros. Et tout me disait, non, c'est nul, c'est de la merde, c'est démodé, casse-toi. Il y avait pas encore eu le MCU. Ah bah non. On s'est tant reculé. Et le Cho s'agrandit, ça devient un vrai magazine au numéro 54. Et Jean-Claude dit, bah ouais, mais faut le remplir ce magazine. Donc, il demande à tous les auteurs-autrices qui ont une série de faire une rubrique spéciale pour le magazine. Zep m'appelle. Il me dit, il y a Spider-Man qui fonctionne. Je suis avec l'accent. Il y a Spider-Man. Il y a Spider-Man. Tu fais super bien l'accent suisse. Il est impressionnant en imitation. Il y a Spider-Man qui est sorti au cinéma, qui cartonne. Ce serait marrant d'avoir une rubrique de super-héros. Je fais, putain, mais le premier qui était super-héros, je lui pète la gueule, quoi. Là, j'étais vraiment, mauvais, quoi. Ça, c'est le vrai super-héros. C'est bon, super-héros. Là, j'étais mauvais. Je fais, mais non, c'est moi qui le fais, quoi. Et puis il me dit, j'ai entendu une petite voix, il fait, j'ai écrit 2 gags, je pensais le faire moi, mais je te le file. Alors je fais, ouais, ok, ok. Donc je dis, bon, super. Et puis on a envoyé les storyboards à Jean-Claude. Et Jean-Claude, il fait, non, ça fait barre que vous, quoi. Voilà, donc ok, je le prends pour faire plaisir, tu vois. Et heureusement qu'il y avait Zep dans le tas parce que j'étais cuit. Et il me dit, bon bah olé, mais ça va durer que 3 mois et après vous passez à autre chose, vous dégagez, quoi. Moi, je dis, ouais, génial, j'étais ultra heureux. Tout de suite, on a rebossé avec Zep, puis je dis, ouais, on fait quoi? Puis là, il me balance, ouais, faut mettre les origines. Moi, je voulais une présentation un peu comme les couves de comics, avec justement la titraille au début, et qui disent, ouais, la meilleure équipe du monde, le plus balèze des super-héros, Petit cartouche sur le côté. Petit cartouche, voilà, c'était jamais mes idées. Et puis, c'est parti comme ça. Les premières histoires, c'était avec la Torche Humaine et Hulk. Et puis, il y avait, je sais plus quoi, la troisième. Spider-Man. Ah, Batman. non. Batman. Ouais, peut-être Batman. Et puis voilà, on démonte au bout de 3 mois, des 3 pages, moi ça s'arrête, mais j'étais ultra heureux. Pour moi, c'était le meilleur moment de ma vie. Et Jean-Claude me rappelle, dit, en fait, il y a une énergie qui est bonne, et là, faut continuer, quoi. On continue, super content. Et là, tous les mois, il y avait des courriers de lecteurs, c'était pour Titeuf ou Zep. Et là, il y a eu, commencé à avoir des courriers de lecteurs de Biceps. Et t'avais donc des gamins qui dessinaient des personnages, mais qui dessinaient des pages de Captain Biceps au feutre, au crayon de couleur, et avec des nouveaux personnages. Ça pouvait être Matrix, ça pouvait être Tapiman. Est-ce qu'ils réclamaient des combats Ouais, et puis non, ils faisaient eux-mêmes. Ils s'étaient réappropriés tout de suite le personnage en quelques mois. Donc c'était fou, quoi. Donc j'ai gardé toutes ces pages-là. Donc puis voilà, puis on a sorti après l'album. Moi, je me suis dit bon, voilà, Zep est en ultra, star, quoi. Donc je dis bon, voilà, on va faire un album et ça va s'arrêter là parce que l'autre il est tellement occupé par tout me le demandait, quoi. Donc c'était pas possible. Donc moi je voulais pas le faire chier non plus. J'avais mon mode série qui cartonnait pas, mais mais voilà, j'ai dit de toute façon, moi je pensais que j'allais être viré justement. J'avais
fini le tome 4 de Samson et Néon. Les ventes, ça se pétait la gueule à chaque sortie d'album. C'était pas comme Titeuf. Je les ai tous achetés. Alors, merci. Ouais. Et j'ai dit, je vais être viré, quoi. Donc, j'avais même trouvé une autre série, je travaillais pour Délire, là, pour Bayard. J'avais un truc qui s'appelait La Bande à Fred. C'était histoire de pas rester sans boulot. Et puis là, il y a eu Captain Biceps. On m'a demandé en plus en même temps de faire sans son nom le tome 5. Je pensais être viré. Puis en fait, Jean-Claude, non, il voulait que je reste. Donc je me suis retrouvé avec 3 séries d'un coup. Et puis voilà, Biceps qui cartonne pas mal aussi en BD tout de suite. Donc Ce que tu dis pas aussi, c'est que il y avait beaucoup de dessins d'animation dans le magazine. Et Thébault, c'était un favori des lecteurs, quoi. Quand tu faisais des rubriques d'animation, les gens aimaient bien. Les 100 têtes de machin. Ah oui. Tu vois, ça plaisait à fond. Et donc les lecteurs étaient hyper demandeurs. Puis il y a toujours ce truc dans un magazine, c'est la couverture. Un magazine, t'as une vente moyenne et les couvertures font que tu vends plus ou moins. Et on a vite vu que quand il y avait Captain Biceps en couverture, c'était des numéros qui se vendaient vachement. Donc le public aimait vraiment ce personnage. Donc ce qu'on n'avait pas du tout imaginé comme une série album est devenu un truc qui nous a pris pas mal de temps. Ouais. Tu t'y connaissais en super-héros aussi ou... Pas des masses. Moi j'étais lecteur de 10 à 12 ans, j'ai bouffé du super-héros, j'achetais Strange, Nova, Titan, mais à 12 ans, j'ai un peu lâché le truc, ça m'intéressait moins. Donc je connaissais les basiques et puis bon les héros de cette époque-là, mais c'est vraiment Thébault qui est le spécialiste. Donc c'est lui qui arrivait avec les idées. De toute façon, on écrit ensemble Captain Biceps. C'est pas moi je fais un scénario de mon côté et je l'envoie. Souvent on se voit et voilà, on s'amuse. Il y a un côté aussi transgressif. Comment ça marche? Qui trouve les persos? Qui fait la mise en scène? Au début, c'était une rubrique pour le journal, donc on se voyait, c'était dans les festivals, donc c'était cool. Donc à chaque fois, on allait dans la chambre de l'un ou l'autre, et puis on amenait des petites feuilles, et puis on disait des conneries, ou alors c'était dans un bar. Enfin voilà, c'était dans des petits moments où on pouvait se voir, ou alors c'était par téléphone. Mais après, quand c'est devenu une série album, là, on s'est dit bon, allez, on commence un album, et donc on se voyait 2-3 jours avant sur Paris, histoire qu'on ait un échange entre guillemets physique. Et puis là, on est à échanger, quoi. Et quand Zep fait Titeuf, bon, voilà, la série, l'autre, comme tu disais, le personnage est un peu con et autre chose. Quand je faisais Samson Néon, les personnages sont un peu cons. Et quand on est tous les deux à bosser, bah là, c'est maxi con, quoi. C'est vraiment une limite service militaire, quoi. C'est vraiment, il y a vraiment du truc vraiment ultra gras qu'on met pas dans Biceps. Donc déjà, il y a beaucoup de chutes. Ah, il y a beaucoup de chutes, il y a beaucoup de gras qui est enlevé. Déjà, c'est gras, Biceps, mais là, il y a des trucs vraiment trop graveleux. Mais parce que c'est pour faire marrer l'autre, c'est vraiment pour choquer. Ce que je faisais avec les copains. Oui, on a un truc où on veut se faire marrer l'un l'autre. C'est un genre parodique, mais c'est pas vraiment parodique. Ouais. On voulait pas que ce soit non plus un truc réservé aux fans de comics. On voulait que des gens qui connaissent rien au monde des super-héros puissent se marrer simplement parce que voilà, l'homme invisible, voilà ce qu'on va faire avec un homme invisible. Pour ceux qui connaissent en plus, il y a le petit bonus, c'est que c'est toujours assez précis. Enfin, Thébault est ultra fan, donc il va dessiner le bon costume, les bonnes couleurs, la bonne ref. Mais c'est pas indispensable pour le lire. On voulait pas que ce soit un truc réservé à ça. Déjà parce que moi j'aurais été incapable d'écrire un truc ultra référentiel parce que j'ai pas les références. Et puis moi j'aime pas les trucs références. Parce que là j'étais fan des comics, mais à un moment donné j'ai un peu lâché aussi l'affaire. J'en continue à en lire, mais beaucoup moins. Quand je dédicaçais Captain Biceps en festival, c'est pas le gros de mon public d'avoir des ultra fans hardcore de super-héros. Et donc, j'en voyais là des geeks, quelques-uns, et ils disaient, ouais, vous avez vu X-Men, parce qu'il y a, dans X-Men, il y a plein de gens qui sont morts, mais qui sont revenus. Ouais. Ou alors, pour Phoenix, c'est là que j'ai appris que Phoenix était morte au moins 3 ou 4 fois, qu'il y a sa sœur. Moi, je piche que dalle, quoi. Moi, c'est des trucs que j'avais dans Special Strange, et c'est tout. Je me suis arrêté à John Byrne, donc toi, il a pas fait non plus tant d'épisodes que ça. Et comment ça se passe? Tu fais des scénarios dessinés, vous discutez, tu fais des bonhommes bâtons? Moi, j'arrive pas vraiment à dessiner les bonhommes bâtons, donc je dessine quand même le truc. Il est tellement fort qu'il c'est pas ça te laisse de la place. Ah bah ouais, mais je déteste ça. Moi, j'ai dit, je l'engueulais. Oui, parce que c'est des fois piégeant, parce que le storyboard, il a une énergie qu'après, tu peux pas reproduire dans un vrai dessin, parce que tout est tordu. S'il y a un coup, c'est que le bras qui prend de l'importance, mais après, une fois qu'on doit vraiment mettre ça en forme, ça marche pas forcément. Et des fois, l'idée drôle, c'est que quand on est en train de préparer le truc, on dessine un petit bout, on écrit un petit bout, et ce petit bout-là nous fait pleurer de rire. Donc on dit, ok, on va faire une page avec ça. Si ça nous fait pas rire, on la fait pas, de toute façon. Des fois, pardon. Mais c'est parce que c'est pour, c'est affectueux. C'est affectueux parce que des fois, il faisait un dessin, et c'est un génie du crayon, et donc, dès qu'il fait 2-3 coups de crayon, et des fois, il y a des personnages qui ont une expression, et tu fais, ouah, putain, le mec, il tue parce que moi, j'essaie d'avoir vraiment un truc à moi, un truc original. Mais là, avec le dialogue, c'est cette expression qui fonctionne, et cette expression, t'as un dessin de Zep.
Et là, je suis obligé de reprendre limite avec les deux yeux, avec la bouche, qui soit pas ni trop loin, autre chose, pour que ça fonctionne vraiment. Et ça me fait chier. Donc à chaque fois, je disais non, mais moi, il faut limite. On faisait des fois par téléphone. J'ai dit non, tu me racontes. Et puis ou alors c'était sur des post-it parce que je voulais le minimum quoi. Et des fois il fait un costume tout pourri et si moi je fais un dessin, un personnage qui a un costume plus élaboré, ça a plus du tout fonctionné, donc je suis obligé de revenir à son costume tout pourri et tu diras putain c'est pas ça que je voulais dessiner, mais voilà c'est le gag fonctionne comme ça. Ouais, c'est un peu le mystère du gag, c'est que des fois ça tient à vraiment très peu de choses. Tu modifies un paramètre et c'est moins drôle. Je pense que lui, il me fait des fois plus confiance que moi je me fais confiance. Il y a 2-3 gags, j'ai redit même avec le combat du catch. J'ai dit, je sais pas comment je vais tu voulais pas faire celui-là. Voilà, parce que c'était avec le ring, tout ça, comment je vais mettre ça. Et j'ai dit, non, ça va pas le faire. Et puis, en fait, j'ai dit, non, il fonctionne vachement bien avec mon graphisme qui est très cartoon. C'est là que je me suis rendu compte, il y a des gars qu'il faut vraiment que je fasse confiance à Zep parce que ça va le faire avec mon dessin. Parce que moi, quand je le dessine en storyboard, je le dessine comme toi, dans ma tête, tu vois. C'est-à-dire que je vois ça avec ton dessin, mais je peux pas dessiner comme toi, donc je le fais comme ça, mais pour moi, c'est déjà ta page. C'est pas des fois tu me dis, non, ça va pas marcher avec mon dessin. Puis je dis, mais oui. Bien sûr que ça va marcher. Puis toi, tu regardes le storyboard, tu dis, non, ça. Mais pour moi, je le dessine comme si c'était toi. J'imagine que ça va être toi. Je me rends bien compte que c'est pas la même chose. Mais il y a aussi un truc, c'est vrai, qui moi m'a fasciné dès le départ, mais déjà quand on avait vu les dessins de Thébault dans le fameux festival, le concours de dessin exposé, c'est qu'il a une écriture graphique où tout est du Thébault, tout ce qu'il dessine c'est du Thébault, et ça c'est vachement rare. Souvent le dessin il est fait de plein d'influences, et puis petit à petit on apprend de plus en plus, mais lui je trouve dès le départ, son dessin c'est du Thébault jusqu'au bout, c'est-à-dire s'il dessine un caillou c'est du Thébault, s'il dessine un caca évidemment c'est du Thébault, et donc il peut dessiner n'importe quoi, tout passe, parce que c'est lui. Par exemple on a fait ce gag où moi je trouvais qu'avec mon storyboard c'était moyennement drôle, mais avec son dessin ça me fait hurler de rire, avec Ant-Man où il va à l'intérieur de Ant-Man lui-même et puis il redevient grand et donc Ant-Man est complètement explosé et il y a un morceau de testicule de Ant-Man qui est sur la tête de Biceps. Moi je trouve ça ultra drôle parce que avec le dessin de Fred c'est génial. Dans le storyboard il y avait le truc qui m'a fait hurler de rire, c'était le Ant-Man qui était dans le corps de Biceps et en fait qui joue avec les couilles il fait du punching ball avec les boules. Et moi, dans ma tête, je me dis, mais comment je vais dessiner ça? Mais dans ton storyboard, c'était ultra fort. C'est une bonne manière de poser cette question. Est-ce qu'il y a des moments où vous dites, je peux pas faire ça dans une BD qui va être lue par des enfants? Quand on a commencé Biceps, on n'avait pas d'idée qu'on parlait déjà aux enfants, même si c'était pour show. On était tous les deux à ricaner et c'est pas qu'on s'en foutait, mais on se faisait plaisir. Et puis, c'était marrant, quoi. Donc, on savait que c'était le genre d'histoire qu'on aurait adoré lire quand on avait 8 ans. Cho, c'était aussi un peu un magazine qui était en réaction à la presse jeunesse, qui avait un côté très les enfants sont innocents, les enfants pensent pas ça, les enfants ne parlent jamais de ça, alors que non, c'était aussi un peu le postulat de Titeuf. Donc avec Cho, on s'engouffrait là-dedans, puis on disait oui, on peut parler de ça, on peut dessiner ça, y a pas de raison de pas avoir un super-héros, je sais pas, Hulk quand il grandit et qu'il déchire ses pantalons, on peut voir ses fesses, c'est pas grave, c'est pas traumatisant de montrer ça. Mais ça se faisait pas dans la presse jeunesse. Et il y avait pas d'humour jeunesse qui faisait ça. C'est pour ça que l'humour jeunesse était un petit peu chiant, moi je trouve, à cette époque-là, quoi. Cho, l'idée c'était aussi de dynamiter ça. Alors des fois on faisait des trucs juste pour se marrer, nous, sur des nappes en festival, on faisait du n'importe quoi. Mais quand on bossait sur Biceps, on s'est jamais interdit un truc en disant non, ça il faut pas qu'on le fasse. Mais ça marche que dessiné par Thébault. On a fait la page avec Stan Lee, par exemple, où Stan Lee, il invente un héros par seconde et il dit je les ponds, et à un moment il a Hulk qui lui sort du cul. Enfin, quand moi je commence à écrire ça, je dis, je sais qu'il y a que lui qui peut dessiner ça, mais je pourrais pas. On donne ce scénario à, je sais pas, à Bertha, c'est atroce effectivement. Là, le livre il est pilonné immédiatement, c'est pas acceptable. Mais avec son dessin, c'est même joli, quoi. C'est mignon et les enfants regardent ça et ils sont morts de rire, et en même temps c'est marrant pour nous aussi, et je pense pour le public adulte. Moi, on m'a foutu dans Fulgacial, j'ai fait une BD chez Fulgacial. J'aurais fait tout et n'importe quoi, j'allais à la mitraillette, quoi. Donc, et au moins de bosser pour, entre guillemets, un public entre guillemets plus jeune, où justement la limite c'était entre guillemets Titeuf, de dire on peut faire des trucs trash, on peut mettre du caca et des trucs comme ça. Et j'ai appris justement mon métier de dire je peux faire des trucs trash, mais il faut pas trop non plus. Avec l'équipe toute chose, on s'est dit voilà, Titeuf il a posé entre guillemets les limites de jusqu'où on peut aller dans le côté rigolo et trash, et c'est pour ça avec Captain Biceps on l'a pas dépassé, mais c'était pas le même genre d'humour, c'était plus cartoonesque. Dans Titeuf il
a pas vraiment des gens qui se faisaient exploser la gueule ou autre chose. Nous, si un mec se fait exploser, je vois, t'avais les tripes à l'air et tout, et c'était rigolo parce que les mecs étaient encore vivants entre guillemets. Puis c'est là qu'on a vu quand le premier tome, il y avait beaucoup de petits garçons qui étaient ultra fans et un petit peu les adultes aussi et qui étaient fans de comics. Et après, au fil des albums, je crois à partir du tome 4 ou 5, on commence à avoir un public de filles. Tout à l'heure, vous avez parlé du tome 1 où il y avait Hulk, Spider-Man, mais dans le tome 1, il s'appelle Hulk et Araignée Man. Et ce qui m'a étonné dans le tome 8, c'est qu'il porte les noms des super-héros officiels. Stan Lee, d'ailleurs, c'est Stan Lee. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau légal? Marvel est fan de Captain Biceps ou Bien sûr. Non, en fait, à la base, quand ça apparaissait dans le journal show, c'était Biceps qui pétait vraiment la tronche au vrai Spider-Man, au vrai Hulk, entre guillemets, même si c'est entre guillemets une parodie. C'était un hommage. Mais c'était un hommage, mais c'était même pas ni une parodie. C'était, pour moi, ce que je dis tout le temps, on a notre personnage qui s'appelle Captain Biceps, c'est une création, et il va rencontrer d'autres super-héros connus, mais il va leur démonter la gueule, quoi. Et 10 jours avant que je rende l'album, Jean-Claude Cameron me dit, bon, on va changer les noms des super-héros parce qu'on sait pas trop si légalement on a le droit. Et je fais ouais, moi j'en bavais sur Photoshop pour faire mes titres, fallait que je rajoute des lettres et tout. Et puis voilà, bon, on a fait ça pendant des années. Et puis après on s'est rendu compte que c'était pas forcément nécessaire. Après, ça reste un monde un peu mystérieux. Tu vois, par exemple, pour l'adaptation en dessin animé, effectivement, là, on a pu mettre que des super-héros qu'on avait inventés, nous. On n'a pas pu faire Biceps contre Spider-Man en dessin animé. Mais en bande dessinée, ça reste un territoire qui est... il y a plus de liberté. Là, vous attendez la lettre d'avocat de Marvel, en fait. Mais c'est un peu ça, en fait. Tant qu'on n'est pas en prison, on continue. Non, puis il y a le truc, c'est c'était pas les aventures de Spider-Man, une parodie, quoi. C'était Captain Biceps. Et dedans, on retrouve une page où il y a Spider-Man, une page où il y a Doctor Strange, etc., quoi. Mais il faudrait que DC et Marvel s'allient en plus pour nous attaquer, comme ils s'aiment pas mal. Ils disent qu'on risque pas grand-chose. Là, on parlait d'hommage. Il y a aussi la notion de reprise. Toi, Zep, tu disais que, contrairement à Astérix, par exemple, t'aimerais pas que, après ta mort, on reprenne Titeuf, parce que finalement, les gens qui s'inscrivent dans une reprise trop proche de ce qui est fait, c'est rarement réussi. Ah merde, je voulais le faire après ta mort. En fait, c'est pas que c'est rarement réussi. Pour moi, ça peut pas être réussi parce que derrière un personnage, il y a toujours un auteur ou des auteurs. On peut trouver quelqu'un qui les imite. Il y a pas de problème. Mais je vois pas l'intérêt, en fait. Enfin, Astérix, c'est un bon exemple, tu vois. Enfin, Ferry et Conrad, c'est deux super brutasses. Conrad, c'est un très grand dessinateur, mais il peut pas dessiner comme Uderzo, de toute façon, c'est pas possible. Donc, il y a toujours une petite sensation d'être devant un imitateur. C'est quelqu'un qui va jouer être quelqu'un d'autre. Est-ce que le secret, c'est pas de les réinterpréter comme Thébault l'a fait avec les Schtroumpfs? Ça, complètement. Ou avec, ça, je trouve que c'est Mickey. super. Parce qu'une série comme Astérix, comme Lucky Luke, comme les Schtroumpfs, c'est tellement énorme que ça peut supporter d'avoir la réinterprétation de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y a la série mère, et puis après, il peut y avoir des variations, mais c'est une fois. On va pas, tout à coup, si on disait, voilà, les Schtroumpfs, maintenant c'est Thébault qui les dessine. Oui, qui reprend le flambeau complètement de la série principale. Il serait obligé de faire les Schtroumpfs, d'imiter le dessin de Peyo et d'imiter la manière d'écrire de Peyo, mais comme il est pas Peyo et que c'est pas la même époque, ça sonne toujours un peu Au début, c'est ce qu'on t'avait proposé, non? Non, on m'avait demandé, scénario, on m'avait demandé d'aider pour tu voudrais pas amener des gags pour les Schtroumpfs et tout. Puis j'ai dit non, moi j'ai bossé sur Raoul et Captain Biceps en même temps. J'ai dit non, j'ai pas le temps. Et puis en fait, dès le lendemain, j'ai trouvé une idée d'un Schtroumpf qui parlait pas le Schtroumpf. J'étais aux toilettes en plus. Et je dis ouais, super idée, mais bon, et en fait pendant 4 ans j'avais cette idée. Chaque fois que j'allais aux toilettes, je dis qu'est-ce que je pourrais faire avec ce Schtroumpf. Puis non, voilà. Et j'avais reçu la carte de vœux de Spirou, et il y avait un auteur qui avait fait toutes les têtes de personnages mythiques dans le journal de Spirou, donc t'avais Gaston Lagaffe et tout. Et mon gamin, qui avait à l'époque 8-10 ans, il y avait plein de personnages que je connaissais pas. Donc je dis, c'est Natacha, c'est nana. Et puis il y avait Johan et Pierre-Louis, les Schtroumpfs. Et puis je lui explique. Et puis il me demande, mais c'est qui? Et là, j'ai un déclic tout de suite. Tout de suite, j'ai écrit, c'est qui? Je sais qui est ce Schtroumpf, qui se parle pas le Schtroumpf. Et puis là, j'écris en 2-3 pages. J'envoie directement à l'éditeur. Ça faisait 4 ans, je crois, qu'il m'avait proposé. Je fais, tiens, est-ce qu'il y a toujours la proposition? J'ai trouvé une idée et tout. J'ai fait 2-3 crobards.
Et dans ma tête, quand j'ai fait les 2-3 croquis, je dis, ah, c'est cool à dessiner, quoi. Ah, ça c'était marrant que je les dessine, mais bon, tant pis, c'est pas. T'avais fait 2-3 croquis avec ton style à toi, Ah, bah pas avec oui. le style de PO. Bah ouais. J'ai fait une petite maison et tout. Je dis, ah, c'est cool à dessiner les maisons champignons et tout. Je fais, ah, ce serait marrant j'ai eu ce petit rêve, 1 minute, de dire, ah, j'aimerais bien faire un album des Schtroumpfs. Et puis, hop, ça s'est redescendu, j'ai envoyé. Et puis, tout de suite, il me dit, ah, génial et tout, à fond. Puis c'est marrant, on a reparlé avec les ayants droit. Et en fait, il y avait dans les ayants droit, il y avait un directeur artistique qui était fan de mon Mickey et qui avait demandé justement aux gens du Lombard, parce qu'en fait, les Lombards, ils disent, on aimerait bien faire une série à part. Là, c'est une collection, les Schtroumpfs vus par. Sauf que la fille de Peyo a été contre. Ça fait des années qu'elle disait, non, j'aime pas ce truc-là. Et t'avais le directeur artistique qui dit, si vous avez Thébault, peut-être que ça pourrait le faire. Et moi, j'arrive comme par hasard 15 jours après. Donc l'autre, il reçoit le truc, il voit l'histoire avec plus, il y a Johan Despierruides dedans. Lui, il voulait relancer Johan Despierruides, donc ouais, tout était, aligné, quoi. Il dit, donc voilà, on signe. Mais il dit, bon, écoute, là, il m'a menti un peu le mec du Lombard, enfin l'éditeur. C'était Mathias, et puis il me dit faut qu'on en reparle avec les directeurs du Lombard, on discuter avec les directeurs des ayants droit et tout, il y a plein de trucs. Donc ça a duré 3 semaines, 1 mois avant que j'ai un retour pour dire si c'était validé ou pas, parce qu'ils m'ont dit, nous on veut que tu sois au dessin, on veut que tu fasses tout. Et au bout de 3 semaines, il me dit, c'est bon, c'est nickel et tout. Et une fois que le bouquin est sorti, on en a reparlé de ça, je dis, ah, c'était marrant, c'était le truc aligné. Il dit, ouais, je t'ai menti un peu, mais en fait, c'est là qu'il m'a dit que si on avait recontacté tout de suite les ayants droit pour dire, c'est bon, on a Thébault, il leur dit, vous nous l'avez fait à l'envers, quoi, parce que ça fait des années que vous me demandez de faire un album vu par, et comme de par hasard, nous on aime Thébault, et comme de par hasard, vous l'avez, quoi, genre, donc il a dit, on a dû attendre 1 mois avant d'envoyer le projet pour dire, on a Thébault, comme convenu, quoi. Alors, tu parlais de ton Mickey aussi. T'as quand même un auteur qui a réussi à faire Mickey, les Schtroumpfs. Ouais. Mais Mickey, c'est aussi beaucoup de contraintes. Ouais. Alors, on a eu Lewis qui nous a raconté, par exemple, que Donald, il peut manger ce qu'il veut, sauf du poulet. Ouais. Parce que c'est compliqué. Est-ce que sur Mickey, t'as dû gérer des contraintes aussi? Alors, ce qui est marrant, c'est quand Jacques Glénat nous avait proposé, il dit, ouais, vous avez carte blanche et tout pour le dessin, pour le scénario, voilà, on est les rois et tout. Donc, je dis, ouais, super. Donc moi j'ai commencé à bosser, on voyait un peu des storyboards et tout. Au début c'est un peu compliqué parce que les Américains voulaient que les pages soient finalisées et qu'après ils décident ce qu'on devait faire ou pas faire, quoi. Parce qu'apparemment il y a une bible de tous les trucs qu'il faut pas faire avec Mickey. Moi j'ai appris ça, mais une fois que j'avais fini d'écrire mon scénar et tout, alors je dis parce que tout se faisait petit à petit, quoi. Vraiment et puis il me dit non, on peut pas te le donner, la bible c'est interdit. Donc il faut que tu nous envoies les trucs et nous on dit c'est pas possible et tout. Je dis bon bref, moi j'ai écrit et puis là j'apprends que Lewis il dit on a eu 4 ou 6 retouches sur le bouquin tout. Puis là on s'est échangé par mail avec Loisel, Causet et tout, donc c'était cool, c'était des gens que je connaissais pas beaucoup, mais on a vite sympathisé, quoi. Moi j'étais ouais, faut pas se laisser faire et tout, on nous a demandé, c'est nous les auteurs, hein. Puis moi j'ai reçu mon truc, j'avais 54 retouches à faire chez Watt et donc et puis ça va, c'était des petites retouches, la plupart c'était des mots. En fait, c'est tout ce qui était oh mon Dieu, je vais t'envoyer au paradis 2. Donc c'était tous les trucs avec connotation religieuse entre guillemets. Pareil, c'était où on n'avait pas le droit de dire fesses ou trucs comme ça. Je crois que t'as dû te battre aussi pour que Patibulaire puisse fumer un cigare. Voilà. Et là, on m'a dit non. Alors, Causet, lui, ils ont dû changer. C'était un banquier qui fumait le cigare, mais apparemment ils lui ont mis une saucisse ou je sais plus quoi. Enfin, ou c'était Loisel. Mais après, Causet, ils l'ont effacé. Donc en fait, le mec, il a toujours une bouche en cul de poule. Et puis il a les 2 doigts qui sont écartés. T'as aucun, c'est bizarre. Et moi, j'ai dit ouais, mais c'est important dans l'histoire. Donc effacer comme un cigare dans une image. Et sinon, dans un autre bout, Disney a dit. Ok, allez-y, non, il peut garder le cigare. Il y avait une histoire aussi qui se passe dans la Première Guerre mondiale. Moi, c'était mon truc de dessiner Patibulaire avec un casque à pointe. Je trouvais ça graphiquement, c'était assez cool. Et puis que Mickey se battait contre lui. Et là, c'est les gens de chez Glénat qui m'ont dit ouais, les casques à pointe, je pense que ça va pas le faire. Mets des boules à la place, quoi. Je fais, mais non, c'est nul, quoi. Moi, je voulais un vrai casque à pointe et tout. Et puis en fait, j'ai dit non, quand même demander à Disney avant. Et puis Disney, non, il y a pas de souci. Du moment qu'il y a pas les drapeaux ou quoi que ce soit, on parle pas des pays. Donc voilà. Donc non, j'ai eu que 2 ou 3 retouches à faire et c'était vraiment bien. Pareil que Mickey et Minnie ont pas le droit de vivre ensemble. Ouais, donc du coup c'est pareil, c'était une histoire avec le chocolat et j'avais fait toute une maison qui était complètement impossible pour faire le ménage, comme c'était la maison de Minnie, donc elle pouvait faire le ménage, donc j'ai dû faire une phrase disant ouais qu'elle était venue faire le ménage
C'était pas vraiment sa maison et tout, donc. Et il a pas le droit aussi d'avoir un petit-fils. C'est Voilà, pour ça que c'est son ouais. petit neveu. Au début, c'était son arrière-petit-fils, et puis on va dire non, c'est arrière-petit. Alors moi, je me suis demandé si, sur ce point-là, est-ce que c'est parce qu'il faut surtout pas suggérer que Mickey puisse avoir des relations sexuelles? Ou est-ce que c'est parce que Walt Disney lui-même avait sa mère qui est morte quand il était enfant, un père violent, et il a été plus ou moins élevé, mentoré par ses oncles. Ah, ça, je sais pas, ouais. Et du coup, je me dis, est-ce que c'est un truc que Walt Disney lui-même a mis en place parce qu'il préférait ses oncles que ses parents? Oui, c'est ça. Il a eu des neveux, et c'est son neveu. Est-ce que c'est l'héritage de ça, ou est-ce que c'est vraiment juste Moi, je pense que c'est puribond? plutôt ta première hypothèse. Ouais, c'est juste, on veut pas suggérer quoi que ce soit de sexuel. Mais en fait, Mickey a pas le droit de coucher, mais par contre, son frère a le droit de baiser des... Et Donald se balade cul nu, il y a pas de problème. oui, y a pas de souci, quoi. T'avais fait une page, où tu t'es mis en train de te déguiser en Donald. Ouais, c'est une soirée Disney, on est déguisé. Je suis déguisé en Donald à poil. Alors, puisqu'on est en train de parler de rapports sexuels... Quelle transition! Ouais, pas parler de Happy Sex, excellente BD. Ah, yes. De Zep avec beaucoup de gags sur le zizi et la sexualité, mais plutôt du guide du zizi sexuel que tu as écrit avec Hélène Boller et qui est en fait devenu un livre de référence pour beaucoup de CDI, mais aussi pour beaucoup de parents. Moi, quand mon fils est arrivé à l'âge où il fallait parler de ces questions, j'étais très content de le dire. Tiens, lis ça, tu vas tout y trouver. Qu'est-ce qui a conduit à la création de ce livre ? Est-ce que c'était juste pour faire chier Bolsonaro? Non, il n'existait pas encore, Bolsonaro. Il était déjà né, mais on savait pas qui c'était. Non, en fait, ça a dû arriver autour du tome 6, cette idée autour du tome 6-7 de Titeuf. Le succès de la série appelait à faire d'autres livres autour de la série BD. Et moi, j'avais dit à mon éditeur que j'aimerais bien faire un manuel, genre un peu sur le principe du manuel des Castors Junior que ma génération avait quand on était gamin, qui était un petit manuel dans lequel on apprenait plein de choses, c'était bourré d'infos, donc on pouvait péter nos copains en disant « Hey, tu sais que le guépard court à 87 km à l'heure ?» Je suis pas sûr du chiffre. T'avais l'édition en faux tissu, toi aussi? Ouais, exactement, ouais. Et donc, il y avait plein d'infos, il y avait des cartes du monde, il y avait pas de bande dessinée dedans, mais vraiment, tout était comme si c'était les neveux de Donald, Riri et Fifi Loulou qui nous expliquaient des trucs. Il y a aussi le manuel de Géo Trouve Tout qui nous expliquait comment construire plein de petites inventions soi-même, un appareil photographique, maintenant je me souviens plus, mais tout des trucs pour prendre des empreintes digitales. Enfin, c'était assez fascinant et je trouve que c'était des objets hyper didactiques et hyper cool, pas du tout scolaires. Donc j'ai parlé de ça et chez mon éditeur, tout le monde trouvait l'idée super. On dit ah ouais, c'est génial, super, on se réjouit de voir le projet. Et je viens 15 jours après avec un petit projet de couve qui s'appelait le guide du zizi sexuel. Et on pourrait faire un truc, parce que je me suis dit, Titeuf, il va pas faire un truc de bricolage, il est nul en bricolage, il va pas faire un truc de débrouillardise ou de géographie parce que il a aucune expertise là-dedans qu'il peut revendiquer. Par contre, comme depuis le début, il se pose des questions sur l'amour, la sexualité, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on met la langue dans la bouche de quelqu'un et tout. Il y a une légitimité à le faire, mais avec cette teneur-là, en faisant un truc rigolo. Et là, j'avoue que quand j'ai présenté le truc, il y a eu une espèce de gros silence autour de la table, parce Titeuf avait du succès, et aussi grâce à ça, probablement, il avait du succès. Mais on avait aussi plein de problèmes à cause de ça. C'est-à-dire, le premier album qui avait cette couverture où il regarde dans son pantalon continue à être interdit dans des bibliothèques, des médiathèques, dans même des réseaux de librairies. Au Québec, il y avait toute une association qui voulait faire interdire Titeuf des librairies, il devait être dans le rayon adulte, enfin des choses absurdes à cause de cette couverture et le titre, parce qu'à l'intérieur il y a rien qui tombe sous la pornographie, mais voilà, il y avait cette image là un peu interdite de Titeuf. Et donc, on dit, oh là là, déjà, on en mange tous les jours, quoi, des poèmes, des courriers, des trucs comme ça. Donc, si on pouvait éviter d'avoir ça, puis moi, j'ai insisté un petit peu, puis bon, l'éditeur a dit, ouais, pourquoi pas. On a commencé à bosser un peu tranquillement avec un journaliste qui avait déjà bossé avec moi sur qui s'appelait Fabien Orion, qui écrivait beaucoup de petits textes pour Canal+, quelqu'un qui bossait pour la télé. Et puis, tout à coup, lui devient rédacteur en chef d'un grand magazine parisien de l'époque. Donc, il me dit, moi, j'ai plus le temps.
Donc on met ça dans... Oh, il doit pleurer là. On met ça de côté. Ouais, Fabien, si tu nous écoutes. Et puis, le truc reste un peu de côté. Et puis après, je rencontre Hélène Brûler qui, elle, avait commencé à travailler sur la novélisation de Titeuf en Bibliothèque Rose. Et puis elle écrivait super bien, hyper rapide, avec un esprit, on était assez proches, on comprenait un peu le truc. Et puis, je lui parle du projet et elle dit, ah ouais, génial, super. Elle adorait aussi le manuel des Castors Junior, donc la référence, elle était OK pour elle. Et on a commencé à faire ce truc-là. Et puis voilà, au début, c'est sorti un peu, c'était pas positionné comme un album, c'était une petite sortie un peu livre illustré. C'était un livre illustré, donc comme un livre illustré, on sait qu'on n'en vend pas beaucoup. C'était quoi le premier tirage? Bon, c'était quand même, je crois, 50 ou 60 000 exemplaires. Ah ouais. Mais Titeuf tirait à 400 000, donc c'était quand même beaucoup plus petit qu'un tirage d'album. Et puis, c'était très étonnant parce que moi, j'étais sûr que le bouquin était chouette, qu'il avait une légitimité parce qu'il, tout à coup, il parlait de sexualité. Moi, j'aurais adoré avoir ce bouquin quand j'étais gamin. Et il n'y avait pas ce ton-là. Il n'y avait pas un ton rigolo par rapport à la sexualité, à l'amour, à la puberté, qui sont toutes des questions qui sont quand même hyper anxiogènes, je trouve, quand on est enfant. Et j'ai vu arriver des enfants en dédicace avec leurs parents ou leurs grands-parents qui disaient « Moi, je veux le guide du zizi sexuel ». Moi, jamais j'aurais osé dire un truc comme ça à mes parents, de dire « Je veux un livre dans lequel il y a le mot sexe ». Et le guide a eu, après, une vie incroyable, quoi. Il a été traduit dans le monde entier. Enfin, ça a été un truc de fou. J'ai un petit frère qui a 21 ans de moins que moi. On a le même père, mais on n'a pas été élevés ensemble. Et je connais suffisamment mon père pour savoir que c'est pas un sujet qu'ils ont abordé ensemble. Quand il est arrivé à l'âge, je lui ai dit, comme à mon fils aujourd'hui, tiens, dis ça. Et il m'a dit, c'est toutes les questions que je me posais, tu vois. Donc c'est vraiment, je pense qu'il y a des générations de garçons, peut-être de filles maintenant, avec les nouvelles versions du guide qui ont découvert les cours de choses à travers le guide du zizi. En fait, on avait été, Hélène avait collecté les questions qui sont posées dans les cours d'éducation sexuelle. Il y a souvent une boîte à questions anonyme et les enfants peuvent mettre des petits papiers. Et donc, elle avait rencontré des infirmières qui faisaient ces cours et qui lui avaient transmis les questions, mais même les questions auxquelles on répond pas dans les classes, parce que quand on lit le truc, toute la classe pouf, c'est une question un peu qui peut sembler ridicule pour un adulte, mais qui a un vrai tourment quand on est enfant. Est-ce qu'on va rester amoureux toute sa vie? Est-ce qu'on est obligé de faire l'amour? Enfin, et en tant qu'adulte, quand ces questions, on dit « Oh, c'est trop mignon », mais en fait, non, c'est pas mignon, c'est une vraie question, il faut y répondre. Oui, ça traduit une angoisse du gamin, quoi. Et puis, c'est un sujet tellement bizarre, parce que quand on est enfant, qu'on a 8 ans, et qu'on voit tout le temps des évocations de la sexualité au cinéma, des gens qui se roulent des pelles, qui arrachent leurs vêtements. Enfin, les enfants, généralement, ils cachent leurs yeux, c'est des scènes d'horreur pour eux. C'est des scènes d'horreur parce qu'ils se projettent, eux, et ils disent, mais est-ce que moi, je vais devoir vivre ça? Et déjà, rien que dire, non. Enfin, déjà, cette notion du consentement, elle est hyper importante, de dire à des enfants, c'est quelque chose que tu feras que si tu en as envie. Donc, dire, je le ferai jamais, parce que jamais j'aurai envie de faire ça. Quand on a 8 ans, c'est très rare qu'on ait envie de faire ça. Après, les choses changent. Mais de savoir que c'est pas une obligation. Moi, je me rappelle que quand on était enfant, c'était une évidence que tous les adultes faisaient ça. Donc, nous aussi, on allait devoir faire ça. À partir de quel âge, quoi, comment, pourquoi on ferait ça? Puis alors là, c'était le gros flou artistique qui faisait aussi que ça faisait des enfants, des victimes potentielles hyper faciles parce qu'on était très, très naïfs par rapport à ces questions. Pour continuer dans les sujets adultes, t'as aussi développé toute une partie d'albums pour les adultes. Et là, tu sors un nouvel album qui s'appelle Tourner la page. Je sens qu'on va perdre tes bouts. Voilà. Je vais aller faire un tour. Je vais prendre mon train. On est dans quelque chose qui est à la fois une comédie dramatique, un peu une farce sur le sabotage. Un peu sur le milieu de la littérature, un peu germano-pratin, choses comme ça. Est-ce que tu peux le pitcher et nous raconter pourquoi t'as voulu raconter ça? C'est un conte moral, en fait. C'est une idée qui m'est venue comme ça, et au moment où elle m'est venue, j'ai commencé à noter les bases. Donc c'est un écrivain qui est un peu en fin de carrière, il est un peu has-been, quoi. Il a été connu, il a reçu le prix Femina, il est un petit peu passé de mode, et donc il le vit très mal. Il réclame de l'attention, de l'affection, et plus il en réclame, moins il en a. Donc son éditrice l'envoie un petit peu promener sur son nouveau projet, sa copine le quitte, et puis tout le monde lui dit, écoute, c'est bon, passe à autre chose, quoi. Tourne la page. T'as eu ta période, t'as eu ton époque, maintenant, profite, t'as gagné un peu de sous, t'as un bateau, va faire une croisière. Donc il part en mer sur son bateau et il disparaît en mer. Et c'est tout ce qui se passe après. Ça, c'est presque le début de l'histoire. Et c'est tout ce qui se passe après. C'est-à-dire, en gros, sa vie après la mort. Et comment lui voit ça, évidemment. Lui assiste à tout ça. Et je me disais, tiens, c'est marrant d'assister, parce que c'est un fantasme qui est commun, je pense, à tous les humains, de se dire, mais qu'est-ce qu'on va dire de moi le jour où je suis plus là?
Il y a des gens, ça les obsède toute leur vie, il y a des gens, ça leur traverse l'esprit 10 secondes, mais on se pose forcément la question à un moment. Et puis, toutes ces questions de vanité, c'est-à-dire, est-ce qu'on fait des choses pour ce qui va se passer après nous, ce qui semble complètement idiot, aucune espèce animale penserait à une chose pareille. Est-ce qu'on fait quelque chose pour ce qu'on va dire de nous une fois qu'on sera plus là? Ça n'a pas de sens. Mais dans notre humanité telle qu'elle est construite, c'est quelque chose qui a pas mal d'importance. Je pense que ça obsède beaucoup de gens. Le personnage, il m'a un peu fait penser à Beck BD dans ses dernières occurrences, c'est-à-dire finalement un gars qui a été pris féminin, choses comme ça, et puis qui finalement se dit c'était mieux avant et qui devient un peu has-been. Ouais, Beck BD a plus d'humour que le personnage. Mais il y a aussi finalement une éditrice extrêmement cynique, opportuniste, et puis il y a une fin qu'on va pas dévoiler parce que ça fait partie du plaisir de cet album, mais qui est quand même un petit peu cynique aussi. Est-ce que c'était une manière de dire oui, enfin bon, le monde de la littérature, c'est un peu aussi un monde de Tartuffe, ou le monde de l'édition? J'ai pris le monde de la littérature parce que je le connais un petit peu pour l'avoir côtoyé, mais c'est un prétexte, cette histoire, elle pourrait se passer ailleurs. Je pense qu'il y a quelque chose dans le besoin de reconnaissance qui est peut-être encore plus fort chez les écrivains que dans d'autres milieux artistiques. Pour une raison bien simple, c'est que, par exemple, dans le monde de la BD, on a aussi des égos, on a aussi, si on nous aime plus, on est triste, mais il y a quand même un truc, c'est que, quel que soit ton niveau de vente, que tu vendes 500 exemplaires ou 500 000 exemplaires, pour faire de la bande dessinée, ça demande quand même de savoir faire de la bande dessinée. Donc, il n'y a pas de doute sur le fait qu'on est un auteur de bande dessinée. Après, le succès, c'est une autre histoire. Tandis qu'écrivain, tout le monde écrit. Tout le monde sait écrire et tout le monde peut écrire un roman, et dans l'idée générale, vous croisez tout le temps des gens qui vous disent « Ah, mais l'année prochaine, je vais prendre les sabbatiques puis écrire un roman ». Donc, quand on est romancier, on est comme tout le monde, en fait. La seule chose qui fait qu'on est vraiment un romancier, c'est qu'on est reconnu par le public comme tel. Donc, un romancier qui vend plus de livres, il est plus romancier, il perd un peu son statut. Je pense pas ça, mais je pense que dans les faits, c'est quelque chose qui est ressenti. Donc, il y a une espèce d'angoisse égotique plus forte, à mon avis, en tout cas de ma propre expérience, dans ces milieux-là. Donc, je trouve que ça se prêtait bien. Et puis, c'est marrant parce que quand tu poses les lignes d'une histoire, quand tu as la première idée, elle peut encore parfois glisser dans plusieurs genres. C'est-à-dire, ça peut être fantastique, ça peut être du thriller, ça peut être de la comédie. Et ça aurait pu être une comédie, cette histoire. Ça avait quelque chose d'un peu Tartuffe, justement, donc ça aurait pu être une comédie, même pas dramatique du tout. Et puis en l'écrivant, je trouvais que cette idée de la pérennité, qu'est-ce qu'on laisse, cette obsession, et puis cette tricherie qu'il y a autour de l'histoire, ça ressemblait plus à un conte moral et plus à un thriller. Donc ça a glissé un petit peu vers ça. Sur ce genre de projet, qu'est-ce qui vient d'abord? Est-ce que c'est le dessin? Est-ce que tu dessines des scènes ou des imageries qui viennent imprégner ton histoire? Ou est-ce que tu réfléchis d'abord vraiment à ton personnage, l'intrigue? Alors ça, sur ces albums-là, c'est vraiment le dialogue qui vient en premier. C'est les morceaux de dialogue, et moi, j'écris toujours sur tous les projets, que ce soit Captain Biceps, que ce soit Titeuf, que ce soit Tourner à page, j'écris à la première personne. C'est-à-dire que je suis un personnage et j'écris comme si j'étais le journal de ce personnage. C'est le côté pour moi jubilatoire de l'écriture. C'est-à-dire que je peux être ce type un peu un peu pourri, parce que moi j'ai aussi ça en moi. Donc quand t'es auteur, c'est hyper jouissif en fait d'écrire aussi sur tes parties sombres, médiocres. Donc est-ce que ce personnage il laisse transparaître quelques angoisses personnelles que tu as en tant qu'auteur? Ouais, forcément. Je le sais pas forcément. Quand je l'écris, je m'en rends compte après. En relisant. Mais en écrivant, ça me vient naturellement. J'écris sans problème les angoisses de ce personnage. Et sa grandiloquence face à ce qui lui arrive, l'injustice du fait qu'on l'aime plus, sa jalousie envers ceux qui prennent sa place. Enfin, j'aime bien ce sentiment, qui est parfois des sentiments un peu malsains quand on écrit. Et c'est cool, c'est pour ça que tout le débat autour de l'écriture aujourd'hui, qui est légitime ou non légitime, il m'effraie un peu, parce que je trouve que ce qui est le plus intéressant, c'est d'écrire sur des personnages qu'on n'est pas. Si on devait écrire que sur nous-mêmes, déjà, on n'écrirait pas. Enfin, moi, j'ai pas tellement besoin d'écrire sur ma propre vie. Ma propre vie, je la vis déjà. Donc, ce qui m'intéresse, c'est d'écrire de la fiction. Donc, d'être quelqu'un d'autre. Ça m'intéresse d'être Captain Biceps, parce que malgré mon physique exceptionnel, je suis pas Captain Biceps. Pour finir, vous sortez aussi à l'occasion de la sortie de Captain Biceps tome 8, une réédition de Comment dessiner, dans lequel vous donnez des trucs de pro, avec par exemple comment dessiner un léopard en 3 minutes ou gérer des taches d'encre. Et donc, je vais vous demander, puisque vous aimez transmettre, quel conseil vous donneriez à un jeune qui veut faire de la bande dessinée? Un vrai conseil ou un faux conseil, genre comment dessiner un caca avec un 6 Vue d'avion. Vue d'avion. Non, moi les conseils que
donne à chaque fois, c'est déjà de lire de la BD. Je trouve toujours étonnant quand il y a un auteur ou une autrice qui dit j'ai jamais lu de BD, qui font de la BD, soit ils mentent, soit bon. Et non, c'est de lire et puis de comprendre aussi comment raconter une histoire, parce que c'est pas parce qu'on a envie de dessiner, c'est pas parce que t'es bon en dessin que tu vas être bon en BD, quoi. C'est vraiment un média, c'est vraiment une façon de raconter une histoire. Donc d'en lire, de regarder aussi des films, de bouffer de la culture, et puis même des fois de copier quand tu débutes, de comprendre comment on met en case, on met en image, on met en scène une image, où foutent les ballons, enfin voilà, et tout ça. Parce qu'il y a des auteurs qui sont très connus ou qui ont du succès, des fois ils savent pas placer les ballons, donc t'as du mal à savoir ce qui parle en premier. Enfin voilà, il y a des trucs de base à savoir, donc étudier un peu ce que font peut-être les anciens, les classiques, mais aussi ce que font aussi les nouveaux, quoi, parce qu'il y a des trucs qui sont vachement intéressants, qui sont même même des fois plus intéressants que certains classiques, mais c'est bien de tout bouffer, quoi. Donc et puis après de trouver son propre style. Et donc ça demande du boulot, ça. Puis voilà, le carnet aussi, d'avoir toujours un carnet. C'était sur Zep qui m'avait appris ce truc-là. Moi, j'avais jamais ça. Moi, jamais dessiné d'après nature dans la rue. Je suis assez timide. J'aime pas qu'on me regarde derrière moi, derrière mon dos pour savoir ce que je dessine. Mais j'ai maintenant des carnets quand je travaille dans le train pour trouver des idées, parce que les idées, tu les as, puis ça peut vite se barrer, quoi. Et là, je dis ça aussi aux jeunes, c'est d'avoir toujours un carnet. Tu dessines tout le temps. Ça te fait la main, tu te fais l'œil. Enfin voilà, c'est un vrai sport, quoi, le dessin. Et moi, je peux écrire un scénar pendant l'été et peut-être un an après, je peux réécrire un bouquin. J'ai toujours des idées et tout. Mais le dessin, si j'arrête de dessiner pendant un mois, putain, c'est la galère pour reprendre. C'est vraiment une gymnastique, quoi. C'est vraiment il y a un truc il faut travailler tous les jours, quoi. Donc, faut garder ça, quoi. Tu dis les ballons, toi. Ah merde, j'ai dit ballon. Tu dis les ballons. Mais non, les ballons. C'est vrai. Les ballons. J'ai dit ballon. T'as dit Ils ballons. vont devoir merde, changer le nom de tous les festivals de BD. Je vais dire bulle. ouais. Oh, merde. Tu vas à Tram la ballon. Au festival des ballons. C'est le balloons américain qui t'a rattrapé. Et toi, Zep, un conseil? Complètement d'accord avec Thébault et je trouve qu'il y a aussi c'est un livre qu'on avait aussi commencé dans le magazine Show, c'était des chroniques pour des enfants plutôt, et moi c'est un livre que je continue à offrir. Je suis super content qu'il y ait cette réédition. C'est un livre que j'aime bien donner à des enfants qui posent la question comment on fait, et je trouve que quand on est enfant, le dessin, alors après quand on veut vraiment devenir auteur de BD, c'est ce qu'a dit Thébault, c'est ça les bons conseils, mais quand on est enfant on aime dessiner, mais ce qu'on aime dans le dessin souvent c'est le tour de magie. C'est hop, abracadabra, je fais apparaître une tête de Lucky Luke. Et donc, c'était à la fois donner des trucs de bande dessinée, mais aussi des espèces de tours de magie débiles pour dessiner, effectivement, un Mexicain vu du ciel, un caca à partir d'un 6, un dinosaure à partir d'une poule, comment on fait des fumigènes, enfin, des petits artifices de dessin qui font qu'on va pouvoir épater nos copains, parce que je trouve que le plaisir du dessin, c'est ça, au départ. C'est, on est un magicien. Eh ben, merci. Merci beaucoup. Merci les gars. C'est ainsi que se termine cet épisode de La Machine à écrire. Un grand merci à Zep et Thébault pour leur participation et leur bonne humeur. Merci également aux équipes de Glénat, big up à Elise Brun, et aux équipes de Rue de Sèvres pour leur aide dans le calage de cet épisode. Si on vous a manqué, on vous rappelle qu'on n'avait pas vraiment quitté l'univers du podcast. Ces derniers mois, nous avons été sollicités par les éditions Delcourt pour créer le podcast des 40 ans de leur maison d'édition. Vous pouvez donc nous retrouver sur toutes les plateformes dans le podcast L'envers de la case, 12 épisodes de 30 minutes où nous interviewons une grande partie des grands noms qui ont construit l'histoire de la bande dessinée chez Delcourt. Si vous aimez La Machine à écrire, n'hésitez pas à nous dire quels sont les invités que vous aimeriez entendre dans de prochains épisodes. Vous pouvez nous l'écrire dans les commentaires sur Apple Podcast et sur Instagram. N'hésitez pas non plus à nous proposer des thèmes et à nous partager les sujets d'écriture qui vous intéressent le plus. On fera de notre mieux pour les inclure dans de futurs épisodes. Et pour savoir quand un nouvel épisode est disponible, vous pouvez toujours vous inscrire à notre newsletter 5 bonnes histoires le vendredi, qui compte déjà plus de 5000 abonnés. Chaque vendredi, nous y partageons 5 récits marquants et étonnants sélectionnés avec amour par nos soins. Des livres, des BD, des séries, des films, des documentaires, de quoi vous divertir et vous émouvoir chaque fin de semaine. Vous y trouverez de quoi occuper vos soirées et aussi de bonnes idées cadeaux adaptées à tous les âges. Pour s'y inscrire, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur le lien dans la description de l'épisode. Si vous le souhaitez, vous pouvez également nous suivre sur vos réseaux sociaux préférés et parlez-nous à votre entourage. Le bouche à oreille est le meilleur moyen de nous aider à grandir. Avant de se quitter, nous tenons à remercier la Société nationale de bande dessinée, l'atelier de Mathieu Sapin et Christophe Blin, qui nous hébergent pour les enregistrements. Et surtout, un grand merci à vous pour votre soutien et votre fidélité. On se retrouve au prochain épisode. Et d'ici là, on vous dit à bientôt.
Je sais que dans le fond, t'es un bon garçon. Et je tiens à te dire que si tu veux, il n'est pas trop tard pour rentrer dans le droit chemin. Alors c'est bon comme ça? On peut se bagarrer? Youpi! Hé les copains, je vole! Hop, mon panda! C'est la totale éclate! Captain Bissell!